Bonjour et bienvenue. Plongeons aujourd'hui dans un univers souvent assez invisible, celui des femmes en prison en France. Oui, Elles sont une infime minorité, à peine 3,4% de la population carcérale. c'est très peu. Pourtant, leur vécu est vraiment singulier, très différent de celui des hommes. Et nos sources, bon, on a des rapports d'ONG comme l'OIP, des analyses historiques, sociologiques, des récits de réinsertion aussi, dessinent une réalité, disons, complexe. Tout à fait. L'idée, c'est de comprendre ce qui se joue spécifiquement pour elles derrière les murs. Absolument. Et cette faible proportion numérique, ça masque mal une forme d'oubli systémique, en fait. On le voit déjà historiquement. Ah oui. Le Pennec décrit bien ces prisons du 19e siècle, qui étaient calquées sur le modèle des couvents, très axées sur la moralisation religieuse. D'accord. Les conditions y étaient rudes, euh, même si quelques lettres, les fameux bifetons, échangés clandestinement, nous laissent entrevoir un peu leur quotidien. Hmm. Et cet héritage d'invisibilité, eh bien, il perdure. L'OIP et Emmaüs parlent encore aujourd'hui des grandes oubliées du système pénitentiaire. Les grandes oubliées. Et qui sont ces femmes aujourd'hui? Est-ce qu'on a un profil type? Alors, un profil type, c'est toujours délicat, mais les documents convergent sur un point. Beaucoup ont des parcours marqués par des violences subies. Violence conjugale, sexuelle? Oui, voilà. Et l'incarcération, elle résulte souvent de petites délinquances, parfois liées à une grande précarité. On voit par exemple des cas de femmes contraintes de transporter de la drogue, ce genre de choses. D'accord. Et ce qui frappe particulièrement dans les sources, c'est c'est cette asymétrie troublante des peines. C'est-à-dire? Une femme qui tue un conjoint violent, elle encourt souvent 15 à 20 ans de prison. Quand un homme dans la situation inverse, il risque plutôt autour de 7 ans. Ah oui, la différence est énorme. C'est énorme. Et ça pose vraiment question sur la manière dont le parcours de victime est ou n'est pas pris en compte avant le passage à l'acte. Bien sûr. Évidemment, il y a eu des exceptions historiques, comme Laure Grouvel ou Marie Lafarge, qui montrent que le capital social pouvait jouer. Mais bon, elles restent des exceptions qui confirment une règle générale de parcours difficile. Et ces parcours difficiles, cette invisibilité, ça se répercute, j'imagine, sur le quotidien en prison, hein? Comment ça se manifeste concrètement? C'est ce que le IP et Emmaüs appellent la double peine. Double peine. Oui, non seulement la privation de liberté, mais aussi un isolement structurel plus grand. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 prisons pour femmes en France. Seulement deux. Seulement 2. Sinon, ce sont des quartiers dédiés dans des prisons d'hommes, souvent surpeuplées d'ailleurs, et avec un accès restreint aux activités, au travail ou même aux soins. Et sur le plan de la santé, justement, les sources pointent des manques. Assez criants. Oui, tout à fait. L'accès aux soins gynécologiques, c'est compliqué. Le suivi psychiatrique aussi, alors qu'on estime que près de 75% des femmes détenues souffriraient de troubles psychiques. C'est énorme. 75%. On parle aussi de précarité menstruelle. Les dotations fournies sont jugées insuffisantes, inadaptées. Et puis, il y a ce contrôle moral et vestimentaire qui semble plus strict, très axé sur une certaine idée de la décence. Hmm. La détention, ça fracture aussi les liens avec l'extérieur. Surtout pour les mères. J'ai vu qu'elles représentent 42% des femmes incarcérées. C'est un point absolument crucial. La séparation est un traumatisme. L'OIP décrit bien les parcours du combattant pour obtenir des permis de visite. Oui, Les obstacles quasi insurmontables, si l'enfant est placé à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Ça entraîne une perte d'information, une perte d'autorité parentale. c'est terrible. Les parloirs sont souvent peu adaptés, l'accès au téléphone est limité. Et il ne faut pas oublier l'impact sur les conjointes à l'extérieur, ces femmes de taulards. Ah oui, hein? Elles sont confrontées à la stigmatisation, aux difficultés financières, même si des réseaux d'entraide arrivent à se créer. Changeons un peu de perspective. Qu'en est-il du personnel de surveillance? Une étude sur Kern montre une féminisation récente, mais limitée. Oui, en effet. Seulement 22% des surveillants sont des femmes. Et malgré cette féminisation, une division genrée du travail persiste un peu. C'est-à-dire? Les hommes, la sécurité, les femmes, le dialogue. En gros, c'est un peu ça, oui. Hommes, sécurité physique, femmes, dialogue, care. Pourtant, les femmes assurent bien des tâches sécuritaires, mais c'est souvent moins visible. D'accord. Elles doivent faire leurs preuves, naviguer entre les stéréotypes sexistes, gérer leur apparence dans un milieu qui reste très masculin, quoi. Mhm. Et la règle générale, c'est la non-mixité pour la surveillance directe. Homme pour homme, femme pour femme. Sauf exception pour l'encadrement ou les interventions urgentes. Tout ça, ça rend la préparation de la sortie particulièrement ardue, j'imagine. Exactement. L'accès limité à des formations vraiment qualifiantes, on retrouve souvent le nettoyage, bon. Ouais. Et au travail en détention, ça réduit les chances d'obtenir des aménagements de peine. Et puis il y a le
manque de structures d'accueil adaptées à la sortie, comme le placement extérieur, la semi-liberté. Du coup, Du coup, beaucoup connaissent des sorties sèches, sans aucun accompagnement. c'est un tableau assez sombre quand même. Mais il existe des lueurs d'espoir, des initiatives comme celle d'Emmaüs Bodon. Oui, heureusement. Cette ferme, elle s'inscrit vraiment dans l'esprit de l'abbé Pierre et Georges Légué. Elle offre un cadre de travail, un logement, un accompagnement global à des femmes en fin de peine. C'est une vraie alternative. C'est une alternative concrète, oui, et qui porte aussi une réflexion essentielle sur les failles du système actuel et sur les besoins spécifiques pour la réinsertion de ces femmes. Bon, si on essaye de résumer, les sources montrent bien que les femmes détenues affrontent des difficultés spécifiques qui viennent s'ajouter à leur peine. C'est ça, Un isolement structurel plus fort, des besoins sanitaires parfois négligés, une rupture accentuée des liens familiaux et puis des obstacles conséquents à la réinsertion. tout à fait. Et ça nous conduit à une réflexion finale, presque une interrogation fondamentale, soulevée par cette exploration. Oui, Face à ces défis uniques, et sachant que beaucoup de ces femmes ont elles-mêmes été victimes avant de devenir auteurs, le système carcéral, tel qu'il est pensé aujourd'hui, est-ce qu'il favorise réellement la justice et la réhabilitation? hmm, Ou est-ce qu'il risque, peut-être involontairement, de renforcer des spirales de précarité et de violence? Quelle transformation serait nécessaire pour une prise en compte vraiment adaptée de cette minorité en détention? Voilà la question qu'on peut laisser ouverte.